Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de passeport? Salut tout le monde, ici Joris. Ici, je vais partager sur la réglementation liée au passeport phytosanitaire européen, auquel moi-même je suis soumis. Et c'est une réglementation sur laquelle je trouve intéressant de partager pour faire un peu une synthèse sur le sujet. Et d'autant plus que moi-même, lorsque j'avais cherché de l'information sur le dossier sur Internet, bah, j'avais vraiment pas trouvé grand-chose. C'était pas évident de trouver une information claire sur ce dossier-là. Donc, voilà, si vous êtes sur un projet pépinière ou êtes vous-même déjà en activité, ça peut vous intéresser, puisque ça s'applique maintenant, cette réglementation, de fait, hein, sur la plupart des professionnels du secteur. Donc, ce que je vais aborder ici, déjà, c'est pour qui est-ce qui est concerné par cette réglementation. Parler de la traçabilité qui est vraiment le Graal, qui est vraiment la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de cette réglementation, parler de la notion d'inspection sanitaire, des étapes administratives, montrer ce fameux passeport, et puis parler de quelques ressources sur le dossier. Bon déjà, qui est-ce qui va être concerné par cette nouvelle réglementation? Pour être un peu plus précis, c'est une réglementation qui est définie dans le règlement européen 2016/2031, voilà, qui est en application en France depuis le 16 décembre 2019. Bon, alors, cette réglementation, qui est concernée? Eh bien, alors, elle concerne beaucoup de professionnels liés aux végétaux, mais moi je me focus ici pour ceux qui sont dans le rôle de pépiniériste. Et donc ça vous intéresser dès lors que vous êtes dans au moins un des cas ici, c'est-à-dire soit que vous faites de la vente à des professionnels, peu importe lesquels, des paysagistes par exemple, ou encore des collectivités, et peu importe que la vente professionnelle concerne qu'une fraction de votre activité, du moment que vous vendez un seul plan à un professionnel, en principe, vous êtes soumis à cette réglementation. Autre point, c'est si au moins une partie de votre production est commercialisée par de la vente à distance, donc vous avez la commande qui est faite à distance, vous allez expédier. Autre cas, c'est de la vente en direct à des particuliers, mais dans le cadre d'une zone protégée. Et régulièrement, il y a un certain nombre de zones protégées qui sont définies par à l'échelon européen. Et dans ces zones-là, eh bien, cette réglementation s'applique, y compris donc dans le cas de la vente en direct aux particuliers. De reste, toute commercialisation dans cette zone-là. Et enfin, dernier cas, c'est si vous faites la vente en direct à des particuliers, dans le cadre d'un marché qui est hors de votre département, et je précise, vous n'êtes pas impacté si vous faites la vente donc en marché dans votre département, dans le département où est domiciliée la ferme, ou dans un département qui est limitrophe au département où est domiciliée votre ferme. Si on reste sur le département ou un département limitrophe, on n'est pas concerné, mais par contre on le sera dès lors qu'on fait de la vente donc en marché assez loin hein, de sa ferme, puisqu'on est sur un département donc euh, autre. Donc, dès lors qu'on est dans un de ces cas de figure-là, au moins en partie, eh bien, on est censé être soumis à la réglementation dès le premier jour où on réalise une de ces modes de commercialisation. Voilà. Bon, alors la colonne vertébrale de cette réglementation, c'est la notion de traçabilité, pouvoir tracer de A à Z toutes les productions. Alors, de façon très résumée, en quoi ça consiste? Ça consiste à classer toutes les productions en lots. Voilà. Ma façon de faire, c'est très simple, c'est-à-dire que dès lors qu'un lot commence à être en production ou arrive sur site, si je l'ai acheté ailleurs, par exemple j'ai acheté des pieds mères de cerisier chez quelqu'un, hop, je les plante sur site. Bref, à partir du moment où ça commence à rentrer en production d'une façon ou d'une autre, eh bien j'attribue un numéro qui est tout simplement lié à l'année civile, puis un tiret correspond au l'ordre dans lequel j'ai commencé à faire l'entrée en production de tel lot. Et puis, au niveau de mon ordinateur, j'ai un registre avec la liste complète des lots, avec le numéro de chacun, quelle espèce, variété correspond chacun des lots, et quelle est l'origine de chacun des lots. Donc il y a l'aspect amont, de savoir d'où viennent les entrées de
matériel de reproduction végétale, hein, pour utiliser le terme administratif, de MRV. Donc, gardez, si vous achetez des plants auprès de fournisseurs, gardez le passeport phytosanitaire européen des végétaux que vous avez achetés. Alors, vous pouvez soit garder matériellement le PPE, ou c'est aussi possible simplement de ne pas les garder, mais d'en faire la photo et d'archiver ces photos des passeports phytosanitaires européens des végétaux que vous faites venir, que vous entrez sur la pépinière. Et puis aussi garder tout l'historique des factures. J'ai parlé du fait d'avoir un registre de l'ensemble des lots. Eh bien, l'un des aspects de ce tableur, c'est aussi avoir pour tous les lots qui sont issus, par exemple, d'une graine achetée chez tel fournisseur, eh bien ce registre, quelle est l'identité de ce fournisseur, quelle est la date de la facture, pour pouvoir retrouver ça facilement dans ma documentation. Après, on a l'aspect donc registre des lots, avec tenir donc l'espèce et la variété de chacun. D'où est-ce que vient le matériel de reproduction végétale utilisé? Est-ce que ça vient par exemple de votre ferme elle-même, comme un de tels lots de pieds mères que vous avez utilisé, ou ça vient peut-être de l'extérieur, etc. Suivre un suivi également des quantités au fur et à mesure du temps, au moins une fois par mois. Eh bien quelles sont les quantités présentes. Et puis il y a l'aspect aval. C'est-à-dire l'aspect vente, hein, c'est-à-dire quels végétaux ont été vendus à qui. On doit pouvoir dans votre système administratif, eh bien savoir quel lot a été vendu à qui, et puis pour pouvoir si besoin, s'il apparaît qu'il y a un problème phytosanitaire sur un lot, on est censé en informer l'ensemble des clients qui ont acheté un végétal qui est issu de ce lot. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un aspect administratif à anticiper pour pouvoir suivre cette réglementation. Et encore une fois, moi j'utilise ces numéros de lot pour pouvoir se retrouver et tenir le tableur. Alors, autre aspect administratif qui est demandé, c'est de pouvoir tenir un registre dans lequel vous notez tous les processus sanitaires liés aux végétaux. Donc, par exemple, vous faites du semis, comment vous faites du bouturage, comment vous faites, ou encore vous faites des vides sanitaires sur des bâches tissées en extérieur ou dans une serre. Quel est le process de nettoyage de la table sur laquelle vous faites vos greffages, par exemple. Donc, globalement, comment vous faites vos opérations de multiplication végétale, parce que c'est vraiment une phase clé où on peut avoir des problèmes sanitaires si on n'anticipe pas bien les choses, et c'est quoi toutes les phases qui vont permettre d'assurer l'entretien sanitaire des infrastructures type serre par exemple, et des outils. Donc il n'y a pas de forme particulière recommandée dans la réglementation, mais ce qui va vous être demandé par l'organisme de contrôle, c'est de pouvoir éditer un document, comme un document de texte, hein, dans lequel vous précisez vos process liés aux aspects sanitaires. Alors, autre aspect très structurant dans cette réglementation, c'est la notion d'inspection sanitaire. Voilà. Important d'avoir sa petite loupe pour pouvoir repérer les maladies, parasites divers et variés qui peuvent se présenter sur les végétaux. Alors, il faut savoir que la réglementation, au niveau de tout ce qui va être organisme, parasite, / maladie, eh bien, elle définit 3 catégories. Vous avez la catégorie des organismes de quarantaine prioritaires, qui sont considérés dans la réglementation comme les plus problématiques. Ensuite, vous avez les organismes de quarantaine, OQ, donc qui sont considérés comme problématiques, mais dans un grade moindre que les précédents. Et puis enfin, vous avez les organismes réglementés non de quarantaine, c'est encore un échelon en dessous. C'est la capacité de pouvoir identifier ces différentes classes d'organismes. Et si malheureusement sur un lot, il y a des symptômes qui montrent qu'un de ces organismes est présent, eh bien la réglementation impose d'une part de signaler cette problématique à notre organisme de contrôle et puis d'autre part de faire différentes mesures sanitaires qui dépendent selon l'organisme, notamment selon quelle classe il se trouve. Ça peut, selon les cas, être simplement isoler un sujet qui est identifié comme infecté, ou être obligé de le détruire,
voire dans les cas les plus graves, être obligé de détruire l'entièreté du lot et faire des périmètres de vide sanitaire là où l'organisme a été identifié. Bref, et puis après, il y a des organismes qui existent aussi, en dehors de ça, d'autres organismes / maladies qui simplement sont pas classés là-dedans. Alors après, ça reste important d'observer ces problématiques sanitaires, mais par contre, on n'a pas de mesures sanitaires obligatoires pour les organismes qui ne sont pas dans ces différentes catégories. C'est les 3 catégories, donc OQP, OQ et ORNQ. Alors après la liste, là vous avez les chiffres actuels, mais la liste, il faut bien voir qu'elle est actualisée, et c'est important de se tenir au courant, au moins une fois par an, de pouvoir réactualiser. Le ministère de l'Agriculture édite un tableur, voilà ici à l'écran, qui est en téléchargement libre et qui permet d'avoir la liste exhaustive de tous ces organismes-là, avec des liens vers des pages internet qui permettent d'avoir les symptômes de chacun de ces organismes, parasites et maladies. Avec aussi les précisions des mesures réglementaires à faire, si malheureusement on en observe un sur un des lots. Donc au moins important de se tenir au courant par rapport à ça, au moins une fois par an de prendre le temps de faire une mise à jour de la réglementation. C'est aussi utile au moins encore une fois par an, de se tenir au courant sur la délimitation des zones protégées, parce que je trouve que voilà, on a un certain nombre de zones qui sont définies dans l'Union européenne comme à protéger d'un point de vue phytosanitaire, parce qu'elles ont des vulnérabilités particulières ou parce que ce sont des foyers forts de présence de certains organismes problématiques. Et dans ces organismes-là, eh bien dans ces zones-là, on a des mesures sanitaires spécifiques à respecter. À noter aussi que l'organisme, enfin en tout cas l'un des principaux organismes chargés de la mise en place de la réglementation sont les DRAF, les directions régionales de l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et chacune édite donc ces préconisations sur l'observation, l'inspection phytosanitaire des lots. Par exemple, dans ma région Pays de la Loire, voilà, donc on a un tableur qui définit l'ensemble des organismes qui vont, lorsque vous aurez une inspection annuelle de la part d'un organisme de contrôle, eh bien ces inspecteurs, ils auront une attention particulière sur la présence de certains organismes réglementés, et donc à savoir que il est fréquent qu'on ait au niveau des drafts des documents aussi ces documents-là qui viennent compléter ces réglementations nationales et européennes. Donc, prendre le temps, lorsqu'un végétal arrive, quelle que soit sa forme, une bouture, un greffon, un porte-greffe, peu importe, prendre le temps de l'observer, pour voir si on voit des symptômes de maladie d'un organisme réglementé, et puis après, en vitesse de croisière, prendre le temps de faire au moins une fois par mois vraiment une inspection générale de tous vos lots. Voilà, aller dans le détail, sortir la loupe, regarder sous les feuilles, si on utilise des plaques de culture, des contenants, prendre le temps de regarder sous les contenants, de tout détailler. Et après, de noter ces observations aussi sur une forme de registre qu'on est aussi tenu de tenir. Voilà. À noter que parmi les documentations que vous avez, il existe ce qu'on appelle les fiches de reconnaissance SOR. SOR, c'est donc pour surveillance officielle des organismes nuisibles réglementés ou émergents. Ces fiches de reconnaissance qui sont disponibles en accès libre sur Internet. On trouve une bonne partie. On peut accéder via les sites Internet des DRAF et aussi via le site Internet du ministère de l'Agriculture. Ça permet d'avoir de l'information sur une partie des organismes réglementés. C'est très bien fait. Alors, si vous êtes sur le rayon des fruitiers, un très bon livre de référence pour repérer les symptômes de tout type de maladies et parasites. C'est donc Cultiver et soigner les fruitiers des héritiers Jérôme Julien. C'est très complet, en tout cas sur toutes les espèces classiques de fruitiers. C'est vraiment un livre que je recommande. Après, quelles sont les étapes donc qui vont au niveau de l'administratif? Eh bien, on va donc mettre en place ce qu'il faut pour respecter la réglementation,
puis demander un numéro dit INUP. Donc ça, c'est un numéro unique qui est attribué à votre exploitation, à votre pépinière. Donc il a demandé sur la plateforme Mes démarches du ministère de l'Agriculture. J'ai créé un compte et puis après on fait une démarche en ligne qui est, ma foi, assez simple, hein, faut le reconnaître, pour demander un numéro INUP, on rend simplement les données administratives concernant notre pépinière et puis on fait notre demande d'attribution d'un numéro INUP. Et donc, suite à cette demande d'attribution, il y aura une premier contrôle par un organisme sur site, qui va contrôler à la fois sur site l'état de vos cultures et qui va faire un contrôle de tout l'aspect administratif de la réglementation. Sachant que l'organisme de contrôle dépend du type de production que vous faites. Alors, grosso modo, si vous êtes sur tout ce qui va être production, soit de plantes de légumes ou de plantes aromatiques et médicinales, ce va être le SEMAE, qui est l'organisme compétent. Sur la plupart des autres productions végétales, c'est la DRAF, qui sera l'organisme compétent, donc la Direction régionale de l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Et enfin spécifiquement, si vous faites de la multiplication de pieds de vigne, eh bien ça sera France Agrimer, qui sera l'organisme compétent. À noter que la réglementation, d'ailleurs, il y a une réglementation spécifique sur la multiplication des pieds de vigne qui est assez contraignante. Je ne vais pas développer ici, c'est pas l'objet de la vidéo, mais une réglementation qui est vraiment spécifique, notamment sur l'approvisionnement en plants, vos pieds mères, c'est la multiplication des pieds de vigne. Il faut utiliser des pieds de mer qui sont eux-mêmes certifiés, comme pouvant servir donc de pieds mer. Il faut avoir aussi passé un test qui montre que vous êtes en capacité de repérer les maladies et parasites de la vigne en amont donc de la délivrance de la DPP, de l'autorisation à délivrer des passeports phytosanitaires. Donc voilà, simplement retenez que spécifiquement pour la vigne, il existe une réglementation particulière avec voilà, des exigences spécifiques. Et puis naturellement, si, comme moi, vous vous amusez à avoir une gamme très large et que par exemple vous avez à la fois des plantes aromatiques et médicinales et des fruitiers, eh bien, vous aurez les organismes, enfin vous aurez les contrôles des plusieurs organismes. En l'occurrence, par exemple, j'ai le contrôle à la fois du SEMAE pour le côté plantes aromatiques et médicinales et de la DRAF pour le côté fruitier. Voilà. Donc, contrôle pour avoir la DPP, l'autorisation à délivrer des passeports phytosanitaires qui montrent qu'on est bien dans les clous. Et puis après, en vitesse de croisière, encore une fois, on a un contrôle annuel fait par l'organisme de référence qui vous concerne. Donc, quel est ce fameux passeport? Alors, il répond à une norme européenne, donc c'est très cadré. Voilà. Quelques exemples. L'exemple le plus courant finalement en pratique, c'est souvent de l'avoir sur le végétal, par exemple sur le pot ou sur une étiquette qui enserre le végétal. Donc on trouve voilà, c'est uniquement des mentions obligatoires. C'est des formats très précis à respecter. Donc c'est les mentions passeport phytosanitaire, plein de passeports. Ensuite le nom, c'est donc là on a un seul végétal. Le nom latin de l'espèce, le numéro INUP, le numéro de l'eau, lorsqu'il y en a, et le pays de provenance, le pays de production du végétal. Voilà. Donc il y a ce format de passeport qui est très normé, et ce passeport il peut être apposé soit individuellement sur chaque végétal, ou, personnellement c'est ce que je fais, il peut être apposé aussi sur le lot, si vous transmettez par exemple en main, dans le cadre d'une vente directe à un professionnel ou de la vente par l'envoi postal, eh bien vous transmettez donc à votre client un bon d'expédition ou bon de livraison avec vos coordonnées, les coordonnées du client, le descriptif complet de sa commande, dans quelle variété, avec quelle quantité, et puis le fameux passeport phytosanitaire européen, voilà, avec à nouveau la liste
à la fois des espèces, avec le nom latin, les numéros de lot, et le pays de provenance. Donc avec l'acronyme FR, donc le pays de provenance, c'est la France. Voilà. Donc les ressources, bon, j'en ai déjà mentionné plusieurs précédemment. Il y a le bouquin d'Elisabeth et Jérôme Julien qui est très bien. Beaucoup d'informations à piocher sur les sites internet des DRAF et du ministère de l'Agriculture. Donc je vais vous mettre un exemple de lien vers une des DRAF. Vous verrez, c'est assez bien fait. On en retrouve de la documentation détaillée là sur tous les volets que j'ai pu aborder pendant la vidéo. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le métier de pépiniériste, je propose une formation de 3 jours, prochaine édition prévue du 15 au 17 mars 2024, il y en a certainement d'autres, je programmerai plus tard, qui seront sur la pépinière, donc avec un programme bien dense, pendant 3 jours, qui mixe cours et pratiques de terrain, avec toutes les facettes du métier de pépiniériste, avec mes retours d'expérience perso, puis de retours d'expérience aussi tous les confrères que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu échanger, à la fois donc sur les techniques de multiplication végétale, les aspects juridiques, économiques, etc. Du métier. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que ça aura pu permettre de vous éclairer concernant cette histoire de passeport phytosanitaire européen. Voilà. Et puis, peut-être si vous avez besoin de conseils plus spécifiquement là-dessus, il ne faut pas hésiter à me contacter plutôt par mail ou par téléphone. Naturellement, je vous mets le lien en dessous de la vidéo vers mon site internet pour avoir plus d'infos. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.